Alors que le dossier Conseil Sao occupe la majorité de l'actualité olympienne ces derniers jours, Franck McCourt et Pablo Longoria se sont exprimés dans la presse, 2 entretiens pour La Provence et Le Figaro, l'occasion d'évoquer la suite après une saison chaotique et de revenir sur pas mal de sujets, le futur coach, les investissements à venir, un potentiel club satellite pour développer les jeunes, la vente OM qui est beaucoup revenue dans les questions des journalistes, la situation financière du club et le projet qu'il compte mettre en place. On va en parler tout au long de cet épisode, en revenant aussi sur le dossier Conseil Sao, sur l'avenir de 2 pistes pour le prochain entraîneur avec Franquez et Mathias Almeida, mais aussi un point sur une potentielle piste dans le sens des arrivées pour le prochain mercato. De votre côté, faites-vous toujours confiance à Franck McCourt et au tandem Longoria-Benassia? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent redresser la barre après les erreurs réalisées cette saison et partir sur un projet de 3 à 5 ans avec un minimum de stabilité et de continuité aussi dans les résultats? Dites-moi également quels doivent être les objectifs de l'OM la saison prochaine selon vous, j'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point sur le dossier Conseil Sao qui occupe la majeure partie de l'actualité olympienne sur les derniers jours comme on l'a dit en intro. On a d'ailleurs beaucoup parlé dans les dernières vidéos et comme je le disais, c'est un coach qui me semblait totalement hors de portée que ce soit financièrement ou sportivement, parce qu'il a une cote importante sur le marché, son long passage à Porto a été couronné de succès avec beaucoup de trophées remportés. À Marseille, on a le désavantage de ne participer à aucune Coupe d'Europe la saison prochaine et ça a notamment été un élément décisif dans la décision de Paulo Fonseca qui n'a pas hésité à rejoindre Milan pour un salaire inférieur à celui que lui offrait l'OM. Seulement on sait que le dossier est complexe pour Conseil Sao, même si la direction négocie activement pour le convaincre. La Provence a fait le point dans un article sorti ce mercredi matin. Longoria s'est bien rendu au Portugal lundi, mais c'était pour rencontrer l'agent de Conseil Sao, Jorge Mendes. A priori, il ne s'est pas directement entretenu avec le coach portugais, et la rencontre avec son agent n'aurait pas permis d'avancées significatives non plus. La Provence rappelle que la situation de Conseil Sao est particulière, il est toujours sous contrat avec Porto, mais il a été prolongé par l'ancien président. Ça peut faciliter une rupture de contrat à l'amiable, mais des discussions sont prévues avec Villas-Boas dans les prochains jours. J'ai cru comprendre que Porto voulait mettre le centre de formation au centre du projet, valoriser les jeunes et les revendre pour améliorer la situation financière du club. AVB considère qu'il faudrait un renouveau et que Conseil Sao ne serait pas forcément le coach idéal pour valoriser les jeunes. Malgré tout, une source proche du dossier a confié à la Provence que Conseil Sao n'écartait pas la possibilité de rester à Porto, alors que pas mal de sources parlaient d'un départ déjà acté. Ojogo précise que Conseil Sao travaille quand même sur la planification de la saison prochaine à Porto en esquissant les sujets à prendre en compte pour 2024-2025. La date de la réunion avec AVB n'a pas encore été fixée, mais Conseil Sao a expliqué à des médias portugais qu'il avait pris sa décision et qu'il savait déjà ce qu'il allait annoncer la semaine prochaine, on sera donc rapidement fixé. Dans l'interview de la Provence dont on va longuement parler après, Longoria n'a pas voulu réagir à la piste Conseil Sao. Il considère que ce serait un manque de respect de parler d'un coach qui est sous contrat avec un autre club. Sa réaction ne me surprend pas du tout parce que ça fait partie de ses principes sur le marché des transferts et il s'y tient toujours. La Provence nous dit que l'OM fait tout pour le faire venir mais que les discussions ne sont pas une formalité. Il viendrait avec son staff qui est apparemment très étoffé. Petit élément intéressant, on pourrait retrouver Vedran Rougneux comme entraîneur des gardiens, lui qui est passé à l'OM entre 2001 et 2004 en jouant d'ailleurs une centaine de matchs. À côté de ça, la Provence confirme que Franquez est une piste à oublier, on en a rapidement parlé dans l'épisode de mardi soir, il faisait partie des pistes de repli qui étaient envisagées par la direction marseillaise, mais il va s'engager avec Nice dans les prochaines heures. Ça va rapporter entre 1,8 et 2 millions d'euros d'indemnité à Lens. C'est loin d'être excessif, mais la possibilité de retrouver Laurent Bessière qu'il a déjà côtoyé à Lens a dû peser dans la balance. L'autre piste qui semble définitivement à enterrer, c'est celle qui mène à Mathias Almeida. Son profil plaisait beaucoup à Pablo Longoria, mais il est sécurisé jusqu'en juin 2028 et il est totalement concentré sur la saison prochaine avec l'AEK Athènes. Côté mercato, on entend parler à nouveau d'une piste dans le secteur offensif, celle qui mène à Fedor Chalov, l'attaquant russe du CSKA Moscou. Il faisait partie des noms qui étaient sortis lors du mercato d'hiver aux côtés d'Arthur Cabral, comme l'avait révélé la tribune olympienne, mais c'est finalement Faris Moumbagna qui s'est engagé à l'OM. Transfermarkt parle de négociations entre la direction marseillaise et celle du CSKA Moscou. À noter que Chalov possède une clause libératoire de 4 millions d'euros, qui peut justement permettre d'éviter les discussions. Chalov vient de réaliser une excellente saison, 16 buts et 5 passes D en jouant parfois attaquant de pointe, mais il a surtout évolué en soutien d'attaquant. Il peut correspondre au profil de joueur qu'on pourrait faire venir cet été. Il n'a plus qu'un an de contrat, il est coté à 12 millions d'euros, mais il partira à un prix plus raisonnable parce que son club ne peut pas être très exigeant à un an de la fin de son contrat. Mais comme on l'a dit, il y aurait a priori une clause libératoire très raisonnable, donc ça reste une opération faisable. Seulement pour se positionner plus concrètement sur le mercato, il faut déjà nommer un coach, peut-être qu'il y a déjà des contacts, mais actuellement on a Aubameyang, Moumbagna, Ndiaye et le retour de Vitinha pour les postes axiaux offensifs, donc il faudra que la direction décide de qui reste, qui part et qui arrive.
Alors maintenant, pour passer à l'entretien de Frank McCourt et de Pablo Longoria dans les différents médias, on va faire le point thème par thème parce qu'il y a pas mal de choses à retenir dans l'interview. Interrogé sur son investissement dans le club, Frank McCourt a confirmé une nouvelle fois qu'il était pleinement engagé dans le projet en rappelant dans les 2 entretiens avec la Provence et le Figaro qu'il avait déjà investi 600 millions d'euros dans le projet. C'est vrai, il a tenu parole à ce niveau-là, il n'y a pas grand chose à lui reprocher, même s'il fallait mieux utiliser l'argent, mais ça c'est un autre problème qu'on peut pas lui imputer. Il explique qu'il va continuer à investir pour que le club soit de plus en plus compétitif. Dans l'entretien avec le Figaro, il évoque la possibilité d'injecter de l'argent dans le capital du club pour augmenter les chances de succès. On s'attendait à ce qu'il soit à nouveau questionné sur la fameuse vente OM qui revient toujours sur la table à un moment donné depuis plusieurs années. Ça n'a pas loupé, mais il reste ferme sur sa décision. Le club n'est pas à vendre, il explique qu'il est fan de sport, que l'OM est l'un des plus grands clubs européens avec une passion énorme. Il ajoute un peu maladroitement que rien ne le rend plus heureux que d'assister à un match au Vélodrome, alors qu'il n'est pas venu à Marseille depuis quasiment un an. Il admet qu'il aimerait venir plus souvent mais qu'il n'en a pas eu la possibilité cette année. Malgré tout, il est en contact constant avec Pablo Longoria, qui est lui chargé du quotidien et qui représente finalement la direction à Marseille. On sait qu'à côté de ça, Frank McCourt veut racheter TikTok, qu'il travaille sur un projet lié au numérique, mais a priori, il compte bien rester engagé dans le club pendant encore plusieurs années. McCourt se considère quand même comme l'un des responsables de cet échec, son maître mot c'est l'unité qui nous a manqué cette saison, il le répète à plusieurs reprises dans les différents entretiens, il renouvelle aussi sa promesse, il veut faire grandir le club et le remettre à sa place, il se dit confiant en expliquant que le club est en progression, qu'il faut monter les marches les unes après les autres, il parle aussi de fondations solides sur lesquelles on peut s'appuyer, notamment une bien meilleure stabilité financière, le club n'a plus de dettes et d'après lui, Pablo Longoria dispose des ressources nécessaires pour construire un effectif performant et ils travaillent actuellement ensemble pour garantir un projet viable et compétitif sur 3 à 5 ans. McCourt se dit aussi très satisfait de la progression du centre de formation avec les jeunes qui émergent, il salue aussi les initiatives du programme 13e homme en ce qui concerne l'engagement du club dans la ville de Marseille, notamment avec les jeunes. Il se félicite aussi de voir l'OM dans le top 20 des clubs européens en ce qui concerne les revenus générés, comme ça a été révélé par le cabinet de Deloitte en début d'année. Parmi les axes de progression, Frank McCourt parle de progresser sur les infrastructures, de générer plus de revenus, et là où il parle de quelque chose de très intéressant, c'est quand il évoque la possibilité d'un club satellite pour développer les jeunes talents et les former dans un contexte idéal. Ça nous fait penser à plusieurs exemples, Monaco avec le Cercle Bruges, City avec Troyes, Chelsea avec Strasbourg, et même Lyon et Molenbeek. C'est une idée vraiment intéressante, ça permettrait d'avoir un club où prêter nos jeunes, ça favoriserait le projet de post-formation dans le même temps, et on serait assuré de voir nos jeunes avoir du temps de jeu. Ça me plairait vraiment que ce soit le cas parce que ce serait un apport non négligeable dans notre politique avec les jeunes, et quand il parle aussi de changements au niveau des infrastructures, je pense que l'OM Campus est concerné. En ce qui concerne le mercato, Longoria parle d'un budget qui sera logiquement construit différemment sans les revenus de la Coupe d'Europe. Il considère malgré tout qu'ils peuvent y faire face plus facilement que par le passé grâce au développement des actifs et aux partenaires qui sont pleinement engagés. Il explique qu'il faudrait être malin cet été, sans Ligue des Champions ça suppose de travailler encore plus, de déployer plus d'énergie et de négocier jusqu'au dernier euro pour créer une équipe compétitive. Concernant le projet qui va débuter cet été avec le coach qui va arriver, Longoria et McCourt insistent sur l'importance d'avoir de la stabilité. L'objectif c'est de construire un projet qui est durable économiquement sur 3 ou 5 ans. Dans le Figaro, Longoria explique qu'il n'a jamais pensé à quitter l'OM malgré la crise du mois de septembre, et il confirme qu'il est plein d'énergie pour aborder ce nouveau chapitre. L'objectif de ses prises de parole publiques c'était de conforter Pablo Longoria, de lui renouveler publiquement sa confiance et de confirmer qu'il l'a toujours soutenu, notamment en septembre parce que McCourt considère qu'il est expérimenté en la matière puisque lui aussi a connu des hauts et des bas dans le monde du sport. La question de l'instabilité est souvent revenue, Longoria explique que l'élimination contre Annecy a été un tournant important dont on paye encore les frais aujourd'hui, il considère que certaines mauvaises attitudes et une ambiance négative se sont installées dans la foulée, un événement qui a entraîné une fin de saison difficile et le départ d'Igor Tudor selon lui. Longoria fait son autocritique et reconnaît qu'il n'y a pas eu que des réussites, il explique avoir appris de ses erreurs et qu'il faut maintenant avoir les yeux rivés sur la nouvelle phase du projet, être un peu plus patient parce qu'on passe maintenant d'un projet année après année à un projet sur 3 à 5 ans. L'objectif c'est de mettre en place une idée de jeu précise, d'avoir de la continuité et d'impliquer tout le monde pour créer un cercle vertueux autour de l'OM. Questionné sur le rôle de Benassia, Longoria explique à la Provence qu'il travaille comme conseiller sportif en précisant que son rôle était différent de celui d'un directeur sportif qui lui est chargé de négocier les contrats et de prendre des décisions, mais Benassia serait surtout là pour être un conseiller important parce qu'il apporte son expérience
confiance. Il est considéré comme un spécialiste du marché avec un carnet d'adresses très important. Il a joué dans de grands clubs, il a une capacité d'analyse et les échanges entre Longoria et lui à la Juventus l'ont conforté dans sa décision de le faire venir. Il ajoute que Benassia contribue à instaurer l'état d'esprit attendu en apportant de la discipline, des valeurs et des règles. Longoria rend aussi hommage à Pedro Iriondo et Javier Ribalta qui ont quitté le club en début de saison en précisant qu'ils avaient apporté de la qualité et de la compétence au sein du club. En revanche, pour Stéphane Tessier, Longoria ne s'est pas exprimé, mais McCourt le remercie pour le travail qu'il a réalisé en étant l'homme clé sur beaucoup de changements. Seulement, quand ils ont entrepris une réflexion sur le futur, ils ont analysé les erreurs et le positif et ont fait un choix pour tenter de passer un palier. McCourt ajoute que tout le monde doit tirer dans le même sens et c'est une petite phrase qui semble anodine comme ça, mais qui confirme finalement que la situation était bien devenue intenable entre Longoria et Tessier qui étaient pourtant proches avant ça. Sur les objectifs, Frank McCourt et Pablo Longoria s'accordent à dire qu'il faut remporter des trophées à nouveau. Un club est jugé sur sa capacité à en décrocher et clairement on est sur une période de disette qui est déjà très longue. McCourt insiste aussi sur la nécessité d'avoir l'OM en Coupe d'Europe chaque saison. McCourt rappelle aussi que le club est dans une meilleure situation qu'au moment de son arrivée, mais faut pas oublier non plus que la 8ème place est un échec majeur, et même si la demi-finale européenne fait plaisir et qu'il ne faut pas la minimiser, elle n'effacera pas la déception en championnat. Concernant le futur coach, Longoria explique qu'il faut être patient, se mettre d'accord avec celui qui succédera à Gasset, mais il affirme qu'ils ont travaillé longtemps pour dresser le portrait robot du coach idéal. Leur objectif reste de l'annoncer rapidement, et comme toujours, Longoria sera le décisionnaire, mais il échangera avec Frank McCourt pour lui parler de son choix. Longoria explique aussi qu'il faut attendre que les 2 finales de Coupe d'Europe se soient jouées pour parler du prochain coach. Est-ce que ça veut dire que l'avenir de Vincenzo Italiano sera clarifié après la finale de Conference League et qu'il reste une piste crédible au cas où Conceição ne signe pas? Il semble laisser un petit indice, c'est pas vraiment anodin de dire ça, mais on verra si ça va se confirmer, puisque Conceição est aujourd'hui présenté comme la piste prioritaire malgré sa complexité évidente. Pour Aubameyang, Longoria s'est pas trop mouillé, il a confirmé qu'il voulait le conserver mais qu'il y aurait prochainement des décisions. Il ne semble pas écarter des approches cet été, mais il a expliqué qu'il n'était pas devin et qu'il ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer d'ici la fin de l'été. D'ailleurs, c'est le même discours du côté d'Auba, il a expliqué qu'il pouvait se passer pas mal de choses, qu'il se verrait bien rester à la base mais que ça peut changer du jour au lendemain. Il dit notamment que le prochain coach ne sera peut-être pas intéressé par son profil et qu'il faudra prendre pas mal de choses en compte. Comme vous avez pu le voir, les entretiens étaient assez étendus et on a bien senti que McCourt et Longoria voulaient un peu rassurer les supporters après une saison chaotique en championnat. On sait à peu près à quoi s'attendre dans les grandes lignes pour la suite du projet, mais on attendra maintenant que les belles promesses se reflètent sur le terrain, dans les résultats et dans l'ambition globale. L'opération séduction est lancée et je pense qu'on se dirige vers un mercato et un dossier du coach passionnant malgré l'absence de Coupe d'Europe. On va suivre ça avec attention tout au long de cet été et bien au-delà dans les épisodes d'Actu OM, les analyses mais aussi dans les présentations des recrues et des jeunes du centre comme on a pu le faire avec Sternal et Bacola en fin de saison. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, c'est super important pour le référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, écrivez Pablo dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.